Pierre de Coubertin, lors des Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm. Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. L'Olympiade femelle. L'Olympiade femelle. L'Olympiade femelle. Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de l'Olympiade femelle. Vous allez entendre la voix de CJ, une très bonne amie qui est devenue coach sportive et influenceuse. Nous avons discuté de son parcours, de la force d'être une mère célibataire, de cyberharcèlement et d'empowerment par la musculation. Bonne écoute. En fait, mon Snapchat, il est bloqué. Il n'y a que mes amis qui peuvent m'envoyer des messages. Et en plus, je dis, je vais débloquer pour voir les messages que j'ai reçus. Je regarde, bref. Et il y a un gars qui me dit, ouais, tu me manques, ça fait longtemps qu'on ne parle pas et tout. J'ai dit, t'es qui? Il me dit, tu te souviens pas de moi? Mais moi, je me souviens de qui? Je dis, on se connaît pas, mec. Si on se connaissait, je serais quittée. Je serais quittée. Il me dit, ouais. Il m'envoie une photo de lui dégueulasse. Et là, j'ai fait, non, on se connaît pas. Je t'ai déjà bloqué plein de fois. Je l'ai rebloqué. À tous les coups, il s'est créé un autre compte. Mais il y a des gens qui sont tarés. Non, mais le pire, c'est qu'il comprend pas. Le mec, il revient. Ouais, il continue à t'envoyer la même photo. Il est comme ça, là. Parce qu'une fois, il m'avait envoyé sa bite. Et j'ai dit, pourquoi tu m'as... Parce que j'avais envie. Après, il dit, je m'excuse et tout. J'ai dit, non, mais. C'est maman qui a ripé. L'entretien avec quelqu'un, que dis-je? Quelqu'un.e. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Donc, tout a commencé en 2015. Après une séparation et une prise de poids, j'ai décidé de maigrir et en même temps, j'ai passé mon BPGEPS. Le BPGEPS, c'est le diplôme de coach. À l'époque, j'avais un compte Instagram où je me faisais appeler Kilos Kilo. C'est un compte Instagram où on ne voyait pas ma tête, où je montrais que des photos de mon corps un peu sexy et je partageais ma perte de poids à travers ce compte. J'ai arrêté ce compte le jour où j'ai reçu un message d'une personne qui me disait comment je vais faire pour me branler sans tes photos. Du coup, à la même période, je faisais du roller derby et j'ai décidé de créer un nouveau compte en m'appelant Roller Derby Girl Bordeaux. Là où je partageais ma passion, les petits moments avec les filles au roller, des petites vidéos un peu humoristiques. Et grâce à une des vidéos de roller, donc tu étais là, la vidéo où on était à la rampe de Darwin et il y a un petit qui a fait un flip avec une trottinette. Et du coup, le manager de MyProtein a vu cette vidéo et ça l'a fait sourire. Et à partir de là, il m'a contacté. C'était mon premier sponsor. La même année, je passais mon BPGEPS. J'ai participé à ma première compétition en culturisme où j'ai perdu plus de 15 kilos de gras en 4 mois. Et je suis devenue championne de France de culturisme naturel en 2016. C'est là où j'ai découvert l'univers du fitness, l'univers des fit girls et j'ai changé mon pseudo Roller Derby Girl par CJ Fit. C'est là où CJ Fit est né. Donc, avec les conseils du manager, il m'a expliqué comment faire pour monter sur les réseaux, les photos à mettre. Il fallait partager ses entraînements, partager ses routines alimentaires. Et aussi avoir sa petite phrase d'accroche de toute fit girl ou fit boy et tout. Et moi, c'était car chaque j'aime compte, chaque fripouille compte. C'était ma petite phrase que je disais toujours à la fin. Car chaque j'aime compte, chaque tresse compte. Aujourd'hui, j'ai tresse. Chaque 13 compte. Allez. Mouah. À bientôt. À bientôt. Par la suite, j'ai eu mon diplôme et en 2017, j'ai eu un accident. Lors d'une opération où j'ai voulu refaire ma poitrine parce que quand j'ai commencé la musculation et quand j'ai entamé ma sèche et quand je me suis mise à fond dedans, j'ai perdu toute ma poitrine. Au début, ça ne me gênait pas du tout d'être sèche et de ne pas avoir de sein. Je suis partie d'un bon 90D à un 90B et avec le temps, ça commençait à me gêner. Donc, j'ai voulu avoir des seins, des beaux seins, mes seins d'avant. Et je me suis fait refaire les seins. Mais malheureusement, j'ai eu un staphylocoque doré. Et mon sein a explosé de pus au salon du fitness 2017. De là, on m'a enlevé mes prothèses.
C'était un peu la descente aux enfers. Et j'ai dû à peu près recommencer tout à zéro au niveau de la musculation, au niveau de tout. Je l'ai un peu caché au niveau des réseaux sociaux, j'en ai pas forcément parlé. Par la suite, le milieu du fitness commençait à beaucoup monter et tout le monde s'appelait fit. Il y avait plein de comptes fit qui se créaient sur Instagram. En vrai, j'ai jamais vraiment été une fit girl parce que à l'heure actuelle, j'ai 32 ans. Je suis pro musculation, je suis à fond dans la musculation. Je suis la seule fille, une des seules filles qui adore faire les pecs et j'aime pas trop faire les fesses, les fessiers, le bas du corps. J'adore faire des tractions, j'adore tout ce qui est haut du corps, tout ce qui est lourd. Et je suis pas trop exercice en mode léger. C'est quelque chose qui me correspondait plus. Donc j'ai changé mon pseudo en 2018 par CJYB. YB parce que je m'appelle CJ Yubu et j'ai enlevé le mot fit. Moi, sur mon Insta, c'est marqué personal trainer. Je suis là pour partager ma passion, pour aider les personnes qui ont traversé des moments difficiles, qui ne se sentent pas forcément bien dans leur peau, à retrouver son corps, le corps qu'elle souhaite et à avoir confiance en elle. Donc, je suis plutôt plus coach sportif que fit girl. Et influenceuse dans le sens où je suis rattachée à certaines marques que j'aime et que j'utilise. Est-ce que tu t'es toujours considérée comme sportive ? Je me suis toujours considérée comme sportive parce que j'ai commencé le sport quand j'étais petite, à l'âge de 7-6 ans. J'ai fait du patinage artistique en compétition. Je suis issue d'une famille de sportifs. Tous mes frères et sœurs font du sport, basket, rugby, danse. Ils ont toujours fait du sport, donc pour moi, c'était normal de faire du sport. Et maintenant, tu fais combien d'heures de sport par semaine ? Au niveau de la musculation, je vais minimum 6 fois par semaine à la salle et je reste entre 1 heure et 2 heures. D'abord, je fais un peu de cardio. Après, je fais mes vidéos pour les réseaux. C'est-à-dire que ça va me prendre 45 minutes pour faire les exercices, les filmer, voir si ils sont bien réalisés, refilmer. Et après, je m'accorde 45 minutes de séance muscu, pure muscu, ça veut dire que j'ai ma trame, et voilà. Et après, je prends 5 minutes de cardio à la fin. Et à côté, je fais du roller derby, c'est à peu près 5 heures environ. Donc je pense que je suis à 20-25 heures. Depuis tout à l'heure, tu dis cliente, ça veut dire que tu prends aucun client ? Avant, je prenais des hommes aussi et des femmes. Et à un moment, je suis tombée sur un client qui était un peu spécial, qui est tombé amoureux de moi, je pense. Et du coup, c'est un peu compliqué de coacher des hommes des hommes qui ont des arrière-pensées. Donc, j'évite un coaching personnalisé, on va dire, face à face des hommes. Mais à distance, je peux faire des hommes, mais souvent, c'est plus des femmes qui me sollicitent. C'est plutôt des femmes, des mères célibataires ou des femmes qui ont des enfants. Des fois, j'ai un peu de tout. Mais en ce moment, j'attire plus les mères célibataires ou celles qui s'identifient à moi, en fait. Justement, tu parles des mères célibataires qui s'identifient à toi. Toi, tu as commencé ton parcours en étant mère célibataire. Est-ce que, justement, tu peux nous raconter un peu ton histoire ? C'est suite à une séparation et le fait que je suis tombée malade que j'ai décidé de reprendre ma vie en main. En 2015, avant de rentrer en formation, je travaillais au Crous de Bordeaux. Et au Crous de Bordeaux, j'embauchais à 6h du matin, quelque chose comme ça. Donc, c'est au Crous que j'ai pris mes kilos. Je commençais à plus être bien dans mon corps, à tout le temps fatiguée. Et en fait, mon déclic, c'était un jour, je le dis souvent, c'est je devais amener ma fille chez la nounou un matin et l'ascenseur était en panne et j'ai dû monter 11 étages à pied avec les affaires de Luna sur le dos, Luna, le cosy, là pour la mettre. C'était horrible. J'ai atterri chez la nounou en nage, avec les jambes congestionnées, impossible de redescendre les escaliers, c'était horrible et j'ai eu mal pendant plus d'1 semaine. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu as 29 ans, bientôt 30, et tu es fatiguée pour 10 étages, c'est plus possible, il faut réellement que tu fasses quelque chose, il faut réellement que tu te reprennes en main. Donc ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai téléchargé l'application Nike et je commençais à courir en fait, tout simplement. Et aussi, à la même période, j'ai décidé d'aller au travail en roller.
Donc, j'ai fait tout ça toute seule et j'ai passé mon BPCEP. Donc, le parcours de maman célibataire, c'est un parcours qui est dur parce qu'on est seul, on n'a pas forcément des gens pour nous aider au quotidien, à part les copines, et j'ai eu de la chance d'avoir des bonnes copines et des nounous qui pouvaient prendre ma fille tôt et tard le soir, parce que quand je passais mon diplôme, il fallait m'entraîner, amener Luna aller à la crèche puis à l'école, la récupérer. J'avais des cours co que j'assurais le soir, donc il y avait vraiment tout plein de choses à faire en même temps. Mais en même temps, ça m'a donné la force d'y arriver parce que j'avais pas le choix en fait. Et je voulais aussi que ma fille soit fière de moi. Se dise, bah c'est ma maman, elle est championne et tout. Donc c'est réellement ça qui m'a poussée à faire tout ça. Donc être maman célibataire, c'est pas un frein, c'est même une force. Parce que quand on est en couple, il y a toujours le mari qui vient nous casser les couilles en disant qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça et tout. Quand ils voient qu'on s'épanouit et qu'on fait des choses sans eux ou qu'on fait des choses sans nos enfants, et ou quand ils gardent les enfants, mais ça leur fait chier. Mais là, j'étais seule, donc il n'y avait personne pour m'embêter. Je pouvais faire ce que je voulais. C'était vraiment c'est une force parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent oui je peux pas parce que je dois garder mon enfant, et je dis mais ton mari il peut pas le garder, non mais lui il peut pas, les hommes ils peuvent pas, sauf que quand t'es seule, eh ben tu peux tout faire seule, franchement c'est un avantage d'être seule. Est-ce que le fait de faire de la muscu et d'être coach perso, ça a fait évoluer ta notion de la féminité? Avant de commencer la muscu, avant de commencer la compétition, j'avais trop d'a priori. Et je me disais toujours, si je fais de la muscu, je vais ressembler à un homme, ou j'aurai trop de bras, ou j'aurai trop de ci, ou je ne serai pas féminine. Mais en fait, c'est complètement le contraire. Et je préconise à toutes les femmes d'en faire. Parce que, on est plus ferme. 2, on n'est plus galbé, il y a des belles formes. Moi, je trouve qu'une femme athlétique, naturelle, parce qu'on va pas, la plupart des personnes, quand ils voient une femme qui fait de la muscu, les médias montrent des femmes dopées avec des muscles. Une femme qui fait du renfort ou de la musculation ou qui gaine souvent, et bien en fait ça travaille aussi le périnée. Donc au niveau vaginal, et bien on a un utérus plus tonique, plus musclé. Et ça, c'est cool. Alors, est-ce que, en tant qu'influenceuse, tu subis du cyberharcèlement? L'envers du décor, c'est qu'on est souvent victime de cyberharcèlement. J'ai eu au début sur Snapchat des snapbeats, ça veut dire des personnes qui vous envoient leur sexe comme ça. Des messages, des déclarations d'amour, des lettres, mais aussi des insultes. T'es une pute, tu ressembles à un homme, tu montes ton cul, t'en as pas marre de montrer tes abdos, t'es une mère, tu devrais avoir honte en tant que mère de faire du sport. Elle est où ta fille? Tu t'occupes pas de ta fille? Un peu de tout. Sur YouTube, ils sont plutôt racistes. Sur Instagram, ils vont plutôt critiquer ta façon de vivre en disant « Ah non, mais tu devrais pas faire ça en tant que mère. T'as montré, on dirait qu'on voit un peu ton téton, mais ça se fait pas. » Ou « T'es en sous-vêtements homodieux, en sachant qu'un maillot de bain, c'est pareil. » Et c'est surtout en France, les Français, ils ont tendance à exagérer tout. Dans le sens où ils vont suivre des Américaines qui sont tout le temps à poil et qui font des trucs, un truc de dingue. Mais toi, tu vas te mettre un jour en maillot de bain, ils vont te juger. Je pense que c'est vraiment question de mentalité. Et TikTok, où les gens ont la tendance facile à critiquer. Comme c'est rapide, hop, t'es une pute, tu te la pètes, t'es moche, on dirait un homme, va te pendre, va te suicider. Habillé comme ça, tu mérites d'être violé. Le pire, c'est que ces messages ne viennent pas d'hommes. C'est ça qui est le pire. Souvent, ce genre de messages viennent de femmes. J'ai aussi une femme qui m'a dit, c'est à cause des femmes comme toi que nos hommes ne vont pas à la salle. Soi-disant, c'est à cause des femmes comme moi que si leur mec les trompe, c'est de notre faute. C'est pas de la faute du mec, c'est forcément la faute des fit girls ou des meufs qui assument leur corps et qui s'entraînent dur et qui font des leg day ou qui font des séances. Et ce qui est dommage par rapport au cyberharcèlement, c'est qu'un homme va faire la même chose qu'une femme. C'est-à-dire qu'un homme qui fait un leg day, il va se filmer de dos. Parce qu'il va montrer le travail des jambes, le travail postérieur. Il ne va pas filmer son visage pour un leg day. Une femme qui fait la même séance que lui, qui se filme de dos, c'est une pute qui veut montrer ses fesses. Toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putains, c'est toutes des putes.
Les mecs qui se mettent torse nu tout le temps, eux, ils ont le droit. Nous, on va se mettre en brassière, t'es une pute. Le cyberharcèlement, c'est quelque chose de grave parce que ça peut toucher... il suffit que tu sois pas bien dans une journée ou que tu sois fatigué, et bien ça peut te rendre mal en fait, ça peut te rendre faible, ça peut pousser à certains au suicide, ça peut pousser à certaines personnes à faire des burn-out, à tout arrêter, et c'est vraiment quelque chose de dangereux. Vous n'êtes pas obligé de regarder la personne que vous aimez pas, au pire ne la regardez pas. 2, bougez votre cul au lieu de critiquer les autres. Et 3, mais faites votre vie à un moment donné. Pour la petite rubrique Paye ton sport, j'ai demandé à CJ de sélectionner des messages ou commentaires chocs qu'elle a reçus sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu se filmer de devant, juste une excuse pour montrer ses formes. Déjà, horrible. Et tu dis faire de la muscule, tu as les cuisses toutes flasques. Mytho. T'es bonne, dommage que tu sois noire. Ton visage souffre d'hyperpigmentation. T'as évoqué tout à l'heure le problème de mecs qui te harcèlent au point de te suivre dans la vraie vie. Est-ce que tu veux bien nous raconter une de ces histoires ? Une personne qui me notifiait sur toutes ses photos, qui me suivait sur tous mes réseaux et qui m'envoyait des monologues en fait. Il a créé une relation à sens unique. Heureusement que tu es là, ma CJ, ils aiment bien dire ma belle, ils aiment bien s'approprier ta personne en sachant que limite tu sais pas qui ils sont. Parce qu'un jour j'ai fait l'erreur de dire merci. Et du coup cette personne elle s'est réellement créée une relation avec moi. Et en fait cette personne venait à mes événements de roller derby parce que c'est des événements publics, tout le monde savait que je faisais du roller derby. Je partageais sur ma page Facebook. Et à chaque fois, je recevais une notification. Je t'ai pas vu, t'étais où, t'étais pas venu et tout, mais je répondais pas. Et il s'était même mis en tant que bénévole. Hein. Ah oui. Il s'était même mis en tant que bénévole. Donc, je vous raconte cette histoire. C'était un match. Je jouais pas et j'étais au bar et je savais qu'il allait venir parce qu'il avait envoyé un message. Je viens, je ramène des choses. Et souvent sur mes réseaux, je dis oui, mon ordinateur est cassé ou j'ai besoin de ça et tout. Mais comme ça pour me motiver pour acheter, pas pour que quelqu'un m'achète. Et cette personne est venue au match. Je l'ai vue un peu de loin. Un peu style chemise bien apprêtée, hyper... il s'est fait beau, tu vois, avec une poche dans la main, une bouteille de citron avec du gingembre parce que c'est ma boisson préférée. Il ne vient pas me dire bonjour, il va au niveau du match, il regarde, il tourne. Et au moment où je pars chercher un fût de bière, je reviens, on me dit « CJ, il y a quelqu'un qui te cherche ». Partout. Et comme au roller derby, on m'appelle pas CJ, on m'appelle AD, elle me dit c'est quelqu'un qui te connaît parce qu'il t'appelle CJ et tout. Et il me dit « il est là ». Je le regarde. Je dis oui, c'est le psychopathe. Il dit ah bon et tout. Oui, il est psychopathe. Il repasse, il a fait 10 allers-retours, il n'est pas venu me parler. Mais ce qui m'a encore plus énervé, c'est qu'il m'envoyait des messages. Il regardait mes stories donc. Il voyait où j'étais. Il m'envoyait des messages, t'es où, je te vois pas. Sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. J'ai cru que j'allais péter les plombs. Donc je me suis dit, ne réponds pas, fais comme si de rien n'était, ignore-le complètement. Je vais aux toilettes, je reviens, on me dit, il t'a déposé une poche. Et il a fait ça. Il avait fait des gâteaux, je sais pas, elles ont mis en vente. Mais moi, j'aurais jamais mis en vente les gâteaux. On sait jamais ce qu'il aurait pu mettre dedans. Bref, il m'avait ramené une poche avec un PC, des affaires pour filmer et tout. Et j'ai dit, mais non, il faut jamais accepter ce genre de cadeau. J'ai pas accepté le cadeau. J'ai laissé de côté et j'avais un mariage, donc je suis partie au mariage. Je reçois plein de notifications, plein de messages sur le groupe de l'événement, partout. Et là, je pète les plombs, je lui écris, je vais porter plainte contre toi, ce que tu as fait, c'est pas bien, tu m'as harcelé, nanana. Et là, il se dit, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux. Mais les personnes, on m'a surtout conseillé, quand je suis partie à la police, que ça sert à rien de les bloquer, parce que quand tu les bloques, ils créent des faux comptes, ils créent des autres comptes. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'ignorer leurs messages, mais toujours avoir, vous savez qui regarde, vous savez qui voyez, mais tant qu'il n'est pas dangereux,
vous pouvez rien faire en fait. Aujourd'hui en France, c'est dur de porter plainte contre quelqu'un contre harcèlement, en fait, cyberharcèlement, parce qu'ils veulent des preuves. À part des messages, on me dit oui, mais c'est quelqu'un de gentil qui vous aime un peu trop, il vous a pas forcément fait du mal en soi, il vous a pas tapé, ni bougé, ni touché, donc on peut rien faire. Mais en fait, c'est pire que tout. Psychologiquement, moralement, on a l'impression qu'on peut pas vivre en fait. On a peur. Tu es là, tu sais jamais si la personne elle va péter les plombs du jour au lendemain et venir te tuer. Tu es tout le temps en train de regarder tes arrières et tu deviens folle. Et c'est ça qui est dur en soi quand quelqu'un t'harcèle via les réseaux sociaux, parce que tu sais pas jusqu'où il peut aller. Si un jour il pète un plomb et il veut te tuer, il te tue. Vous voulez connaître le trajet de ces messages? Alors, de la pensée d'un vrai humain qui a tapé ces messages sur son vrai clavier, par le monde virtuel pour arriver dans ma vraie vie où mes vrais yeux ont lu ces messages et où mon vrai cerveau les a compris. Il n'existe pas de monde virtuel. Tout ce qui se passe en ligne se passe dans la vraie vie. Parce que vous n'êtes pas seul à le faire, il y a plein de gens qui vont le faire. Quand c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes qui te voient une petite insulte, un petit message humiliant, ça fait chier, mais tu passes au-delà. Quand ça commence à être des centaines de personnes tous les jours sur une durée très longue, là ton moral commence à être sérieusement affecté et ça mène des gens au suicide. Le regard des autres, en fait je m'en fous absolument pas, je fais genre que tout va bien alors qu'au fond je suis dans une dépression nerveuse très très profonde. J'ai eu droit à mon photomontage à caractère pornographique, donc ma tête sur une image d'une actrice pornographique dans une position très équivoque. Je me serais sentie moins seule, moins isolée, moins stigmatisée. J'avais envie, au lieu d'entendre « Oh, c'est pas la vraie vie » ou « Bah, t'as qu'à les ignorer ». Non, j'avais envie qu'on me dise que ce que je vivais, c'était pas normal, que j'avais des raisons d'en souffrir. J'avais envie de me retrouver avec le visage plein de coups, pour qu'en me regardant, on se dise « Oh là là, il y a un problème, qu'est-ce que c'est? Viens, on s'en occupe ». J'avais envie qu'on arrête de me dire qu'il suffisait que je ferme les onglets pour que les sales putes va mourir disparaissent. Je me suis sentie complètement désemparée. Bilal, on est où là? On est dans ma résidence secondaire, je viens de l'acheter. Mais t'es riche? Bien sûr que je suis riche, honey. Tous les haters qui regardent mes vidéos remplissent mon compte en banque. Empieza el matriarcado. En tant que meuf, on a beaucoup d'injonctions sur certaines normes de beauté. On voit beaucoup de beauté stéréotypée et c'est particulièrement le cas chez les fit girls. Ce sont des nanas jeunes, valides, blanches, qui ont des cheveux lisses, un corps mince. Toi, tu es noire, est-ce que ça a été compliqué de faire ta place du fait que tu ne correspondes pas à ces critères de beauté attendus dans le milieu des fit girls? En France, le fait d'être noir, c'est pas forcément un avantage. Mais depuis quelques années, quelques mois là, bizarrement, l'influence des États-Unis commence à venir en France, donc les marques. Quand on regarde Nike, il y a plus de noirs, de métis, plein de marques qui mettent en avant des personnes ethniques en fait. Du coup là, en ce moment, je pense que c'est plus une force. Parce que chez MyProt, je suis la seule noire. J'ai souvent joué de ce côté, être la seule noire au final de la marque ou même dans le boulot. Je fais beaucoup de figurations dans le cinéma depuis 10 ans et il faut toujours une noire quelque part et je suis consciente. Donc je tourne pas mal dans les séries, téléfilms et tout en tant que figurante ou en tant que silhouette parce qu'il faut une noire. Donc c'est un avantage. Il faut pas prendre ça d'un côté, oui, c'est de la discrimination. Et si tu sais qu'au final les marques se servent de toi parce que tu es noire, il faut l'utiliser pour pouvoir bosser en fait. Mais j'avoue que souvent c'est la blonde aux yeux bleus, fine, mais maintenant qu'il y a eu les Kim Kardashian et tout le bazar, les gens ils veulent les femmes avec des formes et des fesses et des bonnes cuisses, donc c'est un avantage d'être noire, mais en même temps le souci c'est que les gens ils vont dire oui mais génétiquement vous êtes toutes comme ça. Non, ça n'empêche pas qu'on travaille beaucoup et il y a beaucoup de noirs qui n'ont pas de fesses, il y a beaucoup de noirs qui sont grosses, il y a beaucoup de noirs qui sont maigres, qui voudraient avoir plus de forme, il y a de tout, donc faut arrêter les stéréotypes.
stéréotype. Moi, à l'origine, je suis quelqu'un de skinny. J'ai toujours été maigre. À 14 ans, je faisais 1m70 pour 40 kilos à peu près. On m'appelait baguette toute ma vie. Et moi, toujours ce que j'ai voulu être, j'ai toujours voulu avoir des formes, avoir des fesses. Et il a fallu attendre des années et faire de la muscu pour enfin avoir un bon bouti. Et c'est avec le travail. C'est pas oui, la génétique, parce que ma mère, elle a pas de cul. Elle a le cul plat. Mais pour vous dire que être noir, c'est à la fois un avantage, à la fois un inconvénient, mais on travaille autant que les autres, autant que les blanches, autant que tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as subi des actes ou comportements racistes dans le milieu du sport ? J'ai déjà subi du racisme au sein du sport lors de ma compétition en culturisme, quand je suis devenue championne de France et que la deuxième, elle a perdu, qui était blanche, et que je devais représenter la France au championnat d'Europe. On m'a dit, c'est elle qui va représenter la France, une noire qui représente la France, c'est n'importe quoi, que des trucs comme ça, hyper fachos, de la part de celle qui avait perdu et de ses groupes d'amis. Ils faisaient notamment référence à ma couleur de peau. Et le racisme est un peu partout. On va dire, quand les personnes se sentent faibles ou inférieures, la première chose qu'ils vont dire, sale noir. Ils ont pas de répartie, de suite la couleur de peau, elle prend le dessus. En sachant que quand les joueurs là, de foot ont gagné la Coupe du Monde, là, il n'y avait pas de question de noir, blanc, ils étaient tous français, les Français et tout. Mais du moment où ça les desserve, où ils ne sont pas contents, ils vont mettre ta couleur de peau sur le tapis. Donc oui, j'ai été victime de racisme. Est-ce que tu trouves que c'est féministe d'être fit girl ou coach perso ou influenceuse, ou les trois? Moi, je suis issue d'une famille où 7 enfants, 5 garçons, 2 filles. Et mes parents n'ont jamais fait de différence entre filles ou garçons. Mes frères faisaient la vaisselle, ils cuisinaient, ils faisaient les tâches ménagères, ils faisaient tout. Même souvent, je dis que les femmes de mes frères ont de la chance parce que c'est des hommes-femmes, ils sont capables de tout faire. Elles sont tranquilles, il n'y a pas question, oui, t'es une femme, tu fais ci, ou t'es un homme, tu fais ci. Il y a toujours eu l'égalité des sexes. Donc, moi, en tant qu'une femme qui, on va dire, femme-homme, ma mère a dit ça, parce que je suis capable de tout faire, la pâture, changer une roue. J'ai pas réellement besoin d'un homme pour vivre. Quand mon couple, ça allait mal, je suis pas restée parce qu'il fallait rester, il faut être en couple, il faut fonder une famille, avoir une maison, un chien et tout. Donc, dans mon tempérament, et aussi parce que le fait que je fasse du derby et le fait que je fasse de la muscu et tout, je pense que ça donne un petit côté féministe. Et ça montre qu'une femme est capable de faire autant qu'un homme. Moi, je sais que des fois, je soulève plus qu'un homme. Je vois des mecs qui sont là avec leur développé couché, ils galèrent avec 30 kilos. Moi, je suis capable de faire 50 kilos. Et ils me regardent comme ça. Et bien oui. Une femme est capable de faire autant qu'un homme. Donc, quand tu es sportive, quand tu es fit girl, quand tu es coach, quand tu fais de la muscu, eh bien oui, tu es un peu féministe. Et la plupart des hommes pensent, oui, mais les fit girls, elles savent rien, elles sont bêtes. Non, on est plus malines que vous. On est largement plus malines qu'eux. Parce qu'on sait quoi mettre en valeur pour que certaines personnes nous suivent ou certaines personnes achètent. Ou... Les hommes, quand ils pensent qu'on est bêtes, ils sont plus aptes à faire ce qu'on désire. Tu veux un bon plan ? Oh oui! Est-ce que tu as des recos à faire de livres ou de documentaires ou films ou personnes à suivre qui t'ont inspiré, qui t'ont permis d'évoluer dans ton sport ou dans ta vie, etc. J'ai une recommandation à faire qui est toute simple. Moi, j'ai suivi les conseils de ma mère. Elle est écrivain. Elle a sorti 2 livres, Une vie volée et La renaissance d'une vie volée. Elle s'est fait appeler Henriette Dupont. Et elle a écrit 2 livres où elle partage son parcours, tout ce qu'elle a fait pour réussir, toute sa vie en fait, parce qu'elle est issue d'un mariage arrangé. Mon père, il est parti en lui laissant 7 enfants, bref, tout ça. Et elle a toujours été forte. Et même malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est un exemple et c'est un de mes exemples et celle qui m'a permis aussi de me reprendre en main parce que je me dis, putain, ma mère, elle a 60 ans, elle a eu 7 enfants et moi, à 30 ans, je suis là, en train de me morfondre sur mon sort et à pas prendre soin de moi en sachant que tout est possible et qu'un enfant cet enfant ne lui a pas empêché de réaliser ses rêves et un enfant n'empêche pas de réaliser ses rêves, quoi qu'on peut lui reprocher, quoi qu'on peut lui dire.
je suis là, en bonne santé, avec des études, avec voilà une bonne base. Donc je remercie pour ça. Donc si j'ai un livre à vous conseiller, c'est tout simplement le livre de ma mère qui s'intitule Une vie volée et la renaissance d'une vie volée. Merci d'avoir écouté l'Olympiade Femelle. Pour soutenir le podcast, suivez l'Olympiade Femelle sur les réseaux sociaux, likez et partagez. Les liens sont dans la description. Vous pouvez également faire un don sur Patreon pour que le label Podcut se développe. Bisous! Likez, commentez. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos avec Luna, la folle dingue. Car chaque gomme compte, chaque fripouille compte. Mouah. Mouah.